Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard, bonjour. Bonjour Madame Valérie Expert, la merveilleuse Valérie Expert. Vous avez eu une super idée la semaine dernière quand je vous ai remercié de m'avoir conseillé de lire le livre de Grégor Péan sur Yuri Gagarin qui s'appelle Le ciel t'attend, paru aux éditions Robert Laffont. Vous m'avez dit après, pourquoi on ne l'inviterait pas? Bah ouais. Et on l'a invité, bonjour. Et il est venu, oui, c'est pas gagné. Grégor Péan, bonjour. On invite de temps en temps des auteurs qu'on aime bien. Très peu, hein. Très peu, c'est vrai, très peu. On a dû recevoir quoi, 3, même pas. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on s'est posé des questions. C'est un roman qui parle de la vie de Yuri Gagarin, qui est très documenté. Et avec la question, alors c'est un roman, mais la question de savoir est-ce que tout est vrai, quelle est la part du roman, quelle est la part de réalité. Puis déjà, la première question, pourquoi Yuri Gagarin ? Écoutez, Yuri Gagarin, c'est un personnage que je trouvais extraordinaire, absolument romanesque. Et j'avais une vision très musée Tussaud de Yuri Gagarin. C'est vrai qu'on le voit dans les musées, il y a des statues de Yuri Gagarin et tout le temps avec le sourire. Et évidemment, le boulot de l'écrivain, s'il y a un boulot d'écrivain, c'est de gratter un petit peu. Je voulais un petit peu savoir ce qu'il y avait derrière ce sourire, derrière ces statues, derrière voilà cette magnifique apparence. Et du coup, j'ai gratté un petit peu et j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient. Et on peut dire qui est Yuri Gagarin parce que il y a des gens, il y en a beaucoup, les nouveaux, les jeunes, ne savent même plus qui est Hitler à peine. Donc Yuri Gagarin, je veux dire pour la génération. Oui. Bien sûr. Alors c'est le premier homme qui va faire un vol orbital dans l'espace. On est après la guerre et puis l'idée c'est d'abord d'envoyer des bombes atomiques avec une fusée et puis on se rend compte que la conquête de l'espace, c'est-à-dire créer des stations dans l'espace, ça va être un outil de domination dans le monde. Et du coup l'ingénieur russe Sergei Korolev parvient à convaincre Khrouchtchev, qui est à l'époque aux commandes de l'URSS, et il lui dit écoutez, moi j'aimerais bien qu'on envoie quelqu'un dans l'espace parce qu'il y a beaucoup d'avenir. Khrouchtchev dit ok, et puis alors il envoie un chien, il envoie des rats, il envoie toutes sortes d'animaux, et puis on va arriver sur Spoutnik. Spoutnik qui va être une espèce de claque pour les Américains, puisque c'est une boule de 71 cm de diamètre qui va faire le tour de la Terre. Et les Américains sont vexés à un point pas possible. Et ça va être le premier pas sur la conquête de l'espace, puisque après, je crois qu'on est en 57 avec Spoutnik. Et après, Gagarin, donc le premier homme, va être envoyé le 12 avril 61. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à Gagarin, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un personnage qui sourit tout le temps, qui est extraordinaire, qui est toujours dans le positif. Qui a plein de charme. Qui a beaucoup de charme. Et qui a une destinée incroyable. Oui, qui a une destinée incroyable. C'est ça, c'est qu'il y a des éléments de vérité. C'est un roman, je le répète. Il y a des éléments de vérité sur son histoire, sur sa trajectoire de petit métallurgiste. C'est un métallo en plus. Oui, c'est incroyable. Que rien ne destinait à cela. Et puis, vous avez imaginé une histoire... ça m'a énervé d'ailleurs. Oui, Gérard a cru que tout était vrai. Une histoire qui expliquerait pourquoi ce petit métallo qui n'avait pas particulièrement volé, qui avait et il y a des choses qui doivent être quand même malgré tout assez vraies sur le choix de Gagarin. Oui, bien sûr. Non, on va dire à 95% les choses sont vraies. Après il y a le côté romanesque d'une espionne. Ah oui, ça je vais vous le raconter. Voilà. 95% les choses sont vraies. Yuri Gagarin c'est d'abord un métallo, et puis il voit des avions se poser sur un aéroport pas très loin de chez lui, là où il étudie, et puis il y va, il apprend à piloter, et puis il y a un gars qui le prend sous son aile et qui lui dit écoute, on a besoin de toi dans l'armée de l'air. Et du coup il est enrôlé dans l'armée de l'air, il abandonne le côté métallo de ses études, il devient pilote donc de l'armée de l'air, et puis il a 200 heures de vol quand il y a une espèce de grand recrutement pour l'espace. Et il se trouve que ce gars-là, c'est pas le meilleur en aviation, vol, c'est pas le meilleur pilote, mais il est sympa. Il a une énergie folle, il a un rayonnement incroyable. Et du coup, et en plus, il a un nom très russe et très, il inspire beaucoup de choses. Ouais. Et donc, il va faire partie des 3000 sélectionnés. Et après les 3000, il y en a 20. Et parmi les 20, c'est donc toujours pas le meilleur, mais c'est le plus sympathique et c'est le plus à même de porter, comment dire, les couleurs de l'URSS
l'URSS quand il volera. Donc il y a eu une forme de marketing en fait. Oui, il y a une forme de marketing. Il a la gueule, au niveau de l'image, il est parfait, quoi, parce qu'il est mignon comme tout, il est souriant, en plus c'est un leader d'homme. C'est-à-dire qu'il est très à l'amitié, le machin. Oui. Enfin, c'est ça qui est incroyable avec Gagarine, c'est qu'il est pas... Il la ramène pas trop, et en même temps il est très sympa, et du coup tout le monde se tourne vers lui à un moment quand on lui dit bon qui va être le premier dans l'espace, et même les meilleurs qui sont les meilleurs dans la sélection, puisqu'il y a quand même des centrifugeuses, il y a le sport, il y a les tests psychologiques, enfin c'est énorme, hein. Pendant un an ils ont des millions de tests. Et lui, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus sympa. Et donc tout le monde se tourne vers lui, et puis et en rigolant quasiment, et il est toujours avec évidemment un esprit très très rigolard. Et c'est finalement vers lui que le choix va se porter pour être le premier homme dans l'espace. Alors c'est sur fond d'espionnage évidemment, de conquête spatiale. Il y a de tout en fait dans ce livre. C'est un livre à la fois d'aventure, un livre d'amour, parce qu'il y a l'histoire avec sa femme, il y a l'histoire de l'URSS qui est en toile de fond. Donc il y a énormément d'éléments qui sont passionnants sur ce qui a pu se passer à ce moment-là. Oui, alors moi ce qui m'a plu énormément, c'est que la conquête spatiale, c'est pas du tout un projet comme ça. On se dit allez si on allait conquérir l'espace. Pas du tout. C'est d'abord une volonté d'envoyer une bombe atomique sur les ennemis. C'est ça. Et donc on essaie de faire le lanceur, c'est-à-dire la fusée la plus performante. Donc aux États-Unis comme en URSS, on va faire le meilleur lanceur. Et puis il va y avoir une espèce de bifurcation en disant voilà, peut-être qu'on peut, au lieu d'envoyer une bombe atomique, ce qui est très risqué évidemment, puisque quand on envoie une bombe atomique, si jamais ça marche pas, la bombe atomique explose et puis ça fait beaucoup de dégâts. Et donc on va arriver sur un aspect peut-être presque plus psychologique de la conquête, de la domination et de politique, l'ennemi. D'une certaine manière. Et donc, comme je le disais, il va d'abord y avoir Spoutnik, et Spoutnik, presque Khrouchtchev est dépassé par Spoutnik. Il signe ça un petit peu en disant bon, Korolev, l'ingénieur là qui a fabriqué cette fusée, c'est un bonhomme un peu fantasque, mais il signe ça et tout d'un coup il se rend compte de l'impact énorme que ça a sur les Américains. C'est une fessée déculottée monstrueuse pour les Américains, et du coup il se dit bon, c'est énorme, et du coup on va envoyer le premier homme dans l'espace. Donc là pour le coup il signe les chèques, etc. Il met au point, grâce à l'ingénieur Korolev, la meilleure fusée, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est la fusée qui envoie Thomas Pesquet aujourd'hui, qui est vraiment une fusée éprouvée, extraordinaire. La Semyorka, c'est vraiment la fusée extraordinaire. Et donc voilà, on se retrouve avec une volonté de conquête spatiale qui en fait est une dérivée de volonté de dominer le monde, tout simplement. Hein, voilà. Vous avez travaillé beaucoup en amont sur de la recherche ou... Écoutez, oui, je suis obligé de me documenter. Quand même. Gagarine, c'est quand même un sujet sérieux. Je suis obligé d'être sérieux sur Gagarine. En revanche, en effet, on a parlé de Marina Sokovna, l'espionne. C'est là qu'on voit qu'il est bon romancier, parce que ça sonne juste, quoi. Il y a rien. Moi, je me suis fait avoir. Ça m'a énervé d'ailleurs, parce que j'étais persuadé que cette espionne, elle avait existé, quoi. Alors, moi, j'étais obligé d'inventer ce personnage pour la raison suivante, c'est que Gagarine, j'avais envie de savoir un petit peu ce qui se passait dans les moments d'intimité. Et j'ai créé ce personnage donc qui est d'abord espionne et qui ensuite devient une sorte d'attaché de presse de Yuri Gagarin. Elle va l'accompagner dans sa tournée, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'il a volé dans l'espace, il va faire une grande tournée all around the world, comme on dit. Et je voulais un personnage qui soit proche de lui dans les chambres d'hôtel, après ses grands discours. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé avec ce personnage. Alors, ce personnage, j'ai presque envie de dire, il a peut-être existé, mais évidemment, je l'ai inventé. Voilà, vous l'avez inventé. En tout cas, ce qui est formidable, c'est la manière, parce qu'on y est, on le voit, Gagarine. Vous avez une plume, j'ai envie de dire addictive, parce qu'on suit ce personnage. Et puis, lui, il a une forme de naïveté et de chaleur. Et puis, à côté, il y a toute la turpitude de la politique, la froideur du monde soviétique. Il y a tout le début avec la mort de Staline. Il est un jouet, c'est un jouet. C'est un jouet, quand même. Oui, et puis ce qui est extraordinaire avec Gagarine, c'est qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi dire. Il est convaincu de la supériorité quasiment du communisme, puisque lui, il en est l'exemple, il en est le produit. Il était métallo, il devait rester dans une usine, et finalement, il se retrouve d'abord représentant d'une technologie extraordinaire, puisque en effet, les Russes ont été les premiers. Korolev, ce serait aussi une bonne biographie. Je ne sais pas si ça existe, c'est un personnage incroyable qui est parti au Goulag. Le fabricant des fusées, oui. Alors justement,
dans le livre, je fais un parallèle entre Werner von Braun, qui est un ancien SS qui a été pris par les Américains, et Korolev, qui est l'ingénieur du côté russe. Et quelque part, sans se connaître, ils se tirent la bourre tous les deux. Et d'abord, les Russes sont les leaders dans la course spatiale, entre 55 et on va dire 66, pendant 10-12 ans. Et le problème, c'est que les Américains sont tellement vexés qu'ils vont donner un objectif très fort. Et l'objectif, c'est la Lune, évidemment. Et en effet, ils vont coiffer au poteau les Russes en 69, comme on le sait. Un mot, Gérard, encore non, c'est simplement... Alors, oui, je veux dire, c'est vraiment un roman. Hein, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on le voit vivre, ce type. Et puis alors, en plus, dans l'histoire de l'Union soviétique, le système, il commençait un peu... Les gens, ils en avaient un peu marre. C'est ça, on passait à avec ce jeune métallo qui devient, ça leur sous-entend, tout est possible, notre système est le meilleur, et hop, c'est reparti. C'est parti pour 30 ans, exactement. Et ce type, il est vachement important à ce niveau-là, parce qu'il n'y aurait pas eu ça, on se demande... Comment aurait fini enfin, ça aurait continué, mais... Ouais, non, mais exactement. On passe d'un système répressif, du goulag, donc Staline, à un système, on va dire, d'encouragement par le haut. Et le haut, c'est quoi? Ça va être le portrait du Yuri Gagarin, ça va être l'idée que tout citoyen soviétique peut arriver à quelque chose. Et tout ça, c'est positif. C'est vraiment le cercle vertueux. Hein. Alors, ça s'appelle Le ciel t'attend. Grégor Péan, c'est chez Robert Laffont. Vous aviez peut-être un livre... Alors oui, je voulais vous conseiller... Alors, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas écrit, c'est pas un écrivain, c'est pas voilà, c'est vraiment plusieurs. C'est le parallèle entre Neil Armstrong et Yuri Gagarin de Frédéric Martinez, Devient un rêve chez Passé Composé. Alors le truc, c'est très dans son livre, c'est très révélateur, c'est-à-dire que quand Armstrong arrive sur la Terre, sur la Lune, il a une grande phrase bien, et l'autre, c'est quand il part, il fait en voiture Simone, c'est parti quoi. Et je trouve que tout est résumé, c'est-à-dire que le côté humain, simple et tout, à côté de l'autre qui est très cadré, machin, très marketing et tout. J'ai adoré ça, c'est assez révélateur. Quoi. Alors, on vous le conseille vraiment. Moi, a priori, oui, la conquête spatiale, c'était pas mon truc. Non. Sans les conseils de Gérard, je n'y serais pas allée. Je vous le conseille vraiment parce que c'est de l'aventure, c'est de l'espionnage, c'est une histoire d'amour, puis c'est un pan de notre histoire aussi parce qu'il y a énormément de... Puis je trouve, lisez-le parce que là, ça m'énerve. Et on voit les neuneux là qui vendent des trucs comme en ce moment, il y a les neuneux, c'est vraiment... On est servi. Ah oui, voilà. Là, on est servi. Mais là, vous avez un magnifique livre. Vous pouvez le faire lire à partir de 14 ans parce que c'est pour les gosses, ça leur réapprend ce que c'était que l'époque, et c'est vraiment une pure merveille. Hein. Allez, Le ciel t'attend, Grégor Péan, c'est chez Robert Laffont, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on continue notre sélection. On est un peu dans les étoiles, mais bon, c'est une façon de voir, hein, mais je ne connaissais pas ce petit bouquin, je ne sais pas comment il m'a échappé, c'est Jean d'Ormesson, l'enfant qui attendait un train, c'est chez Élise d'Ormesson, format poche. Je ne sais pas si... Voilà, c'est une... Alors... Il avait écrit des livres pour enfants, Jean d'Ormesson ? Apparemment, c'est le seul conte qu'il ait fait. Et alors, c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, il est au bout du monde, dans un petit village en France. Ses parents n'ont pas de fric. Voilà, ils sont très pauvres. Et sa seule distraction à ce petit garçon, c'est regarder le train qui passe à la même heure tous les soirs. Et lui, c'est vraiment son rêve. Il imagine être dans le train et tout. Et alors, déjà, c'est très, très... Voilà, on rentre dedans. C'est le contraire du Petit Prince. C'est-à-dire autant le Petit Prince, j'ai fui, autant là, je me suis fait avoir. Parce que je me suis dit, s'il nous a refait le Petit Prince, ça va pas le faire. Et en fait, ce bouquin, ce petit conte, il ressemble aux yeux de Jean d'Ormesson, bleu pétillant, bleu, avec tout en tendresse, en charme et tout. Donc, ce petit garçon, voilà, il est amoureux de ce train. Les parents, ça ponctue sa journée. Et un jour, il découvre qu'il est malade et qu'il va mourir. Donc, mais alors attendez, ça c'est le truc et ils se disent si on avait eu de l'argent déjà on aurait pu le soigner, puis on aurait pu le faire aller dans le train quoi. Et par un concours de circonstances, le médecin va faire en sorte que... Je peux pas vous le raconter, mais c'est une très jolie histoire. Et le petit garçon, je ne peux pas vous dire la fin, mais c'est tout en émotion, en tendresse. C'est comme la couverture, c'est très, très, très joli. À partir, vous pouvez... Non, faut pas. À partir de 7-8 ans. 7-8 mais ans. C'est un conte qu'elle a retrouvé, Héloïse d'Ormesson. Apparemment, oui. Alors, qui était sorti en grand format, que je connaissais pas du tout. Mais vous pouvez l'offrir. Vous savez, alors ça, on revient toujours les petits cadeaux d'assiettes. C'est pas les fêtes, mais quand on va chez les gens, vous offrez ça, ce petit chose. C'est plutôt pour enfants, ça.
quand même. Bah non, moi je l'ai lu, je trouve ça très joli. Bon. Ouais, je me suis fait avoir. Voilà, donc ça s'appelle L'enfant qui attendait un train, Jean d'Ormesson, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, petit conte donc de Jean d'Ormesson qui est republié à cette occasion. Un petit livre pour enfants, j'ai adoré, je sais que vous aimez les enfants. Ça s'appelle Chute jolie de Margaret Grignas et Christina Litton. C'est chez Circonflexe. Alors c'est génial. C'est l'histoire d'un petit poisson. Et le petit poisson, il veut lire, mais il est jamais tranquille. C'est-à-dire qu'il est, il y a les crevettes avec le banc qui viennent l'embêter, le banc de crevettes. Après, il y a et alors il descend de plus en plus pour être tranquille, et il en a marre, et il y a toujours... Il y a des pieuvres qui veulent tenir le livre. Oui, alors il y en a... Et qu'est-ce que tu lis? Et c'est quoi l'histoire? C'est beau, hein, le dessin mais c'est mignon. Hein. Et donc il descend, mais alors il descend de plus en plus bas, et là... Vraiment dans le fin fond, il arrive à finir son livre. Mais il se rend compte qu'en fin de compte, il est tout seul et qu'il peut pas, il a tellement aimé, il peut raconter à personne qu'il a aimé ce livre. Ah, c'est trop bien. Et donc il va remonter, et alors il y a tous ses copains qui sont là et qui disent on te laisse tranquille parce que et là il dit non, en fin de compte, j'ai besoin de vous pour vous dire comment mon livre il était super. C'est très c'est génial, ça pour donner envie de lire aux enfants. C'est génial. Les illustrations sont sympas. Je lis donc Christina Litton et Margaret Grignas et c'est aux éditions Circonflexe. Vous y allez et vous dites chute, je lis. Puis alors la semaine dernière, vous m'avez offert, on n'a pas eu le temps d'en parler, Jean-Louis veut une mouche de compagnie chez Casterman. Alors ça, c'est absolument génial. C'est un petit garçon qui s'ennuie chez lui dans sa chambre. Il a des jouets partout. Il s'ennuie. Les jouets sont contrariés. Ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis d'un seul coup, Jean-Louis, il aperçoit une mouche qui aimerait bien sortir par la fenêtre, mais elle n'arrête pas de s'y écraser. Et donc Jean-Louis, ça le fait rigoler, ce petit garçon. Donc évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Jean-Louis et donc il décide qu'il veut une mouche de compagnie. Donc il lui fait un petit lit. Il voudrait bien qu'elle reste jouer avec lui. Et puis il y a les jouets qui s'y mettent en disant il y en a ras-le-bol. C'est super mignon. Alors il lui met une laisse aussi. Puis la mouche, elle en a marre, donc elle veut se tirer. Puis c'est un peu comme le poisson. En fin de compte, on se rend compte que quand on n'a plus les gens autour de soi, on en a besoin. C'est très joli. Hein. Jean-Louis veut une mouche de compagnie. Et j'ai des gens qui m'ont haï, parce qu'il paraît que depuis qu'ils l'ont acheté, les gosses, ils veulent toute c'est la même histoire, mais là, elle est longue, donc ils veulent la même histoire. Ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils veulent la mouche jusqu'au fin fond. Puisqu'on est sur les albums enfants, je vous avais apporté Grégoire Solotareff, Un ours pas comme les autres. C'est quand même un des grands du dessin, des livres jeunesse. Et là, voilà, c'est l'histoire d'un petit ours qui est pas comme les autres. Alors, il aurait préféré être comme les autres, mais s'il avait été comme les autres, il n'aurait pas eu les mêmes aventures. C'est toujours très joli, très poétique, les dessins de Grégoire Solotareff. Et c'est à l'école des loisirs. Alors, je voulais vous remercier, mais ce n'est que le début d'une grande aventure. On s'était battu la semaine dernière pour le bouquin qui s'appelle Plus grand que le monde de Meredith Hall chez Philippe Ray, qui est absolument une pure merveille. Et les gens reviennent absolument enthousiasmés par la beauté de ce bouquin. Je raconte, c'est pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ce qui est quand même une erreur. C'est l'histoire ça se passe dans le Maine, c'est l'histoire de ce couple qui avait rien pour être fermier. Par contre, lui, il va hériter de la ferme de son père. Et alors, la première partie, c'est une ode à la nature qui est absolument sublime, mais sans niaiserie. Comment c'est dur de faire le métier de la terre. C'est une histoire d'amour aussi de gens simples. C'est-à-dire que gens simples, ça n'a rien de péjoratif. Ils ont 3 enfants. Il va arriver une catastrophe au milieu du livre, et c'est comment ces gens vont se reconstruire. Alors, on avait dit, mais c'est vraiment, la traduction était absolument exceptionnelle, comme souvent d'ailleurs dans les traductions. Et puis c'est comment cette famille va essayer de se reconstruire malgré. C'est absolument beau. Tout sonne juste. C'est vraiment, pour moi, ça a été un des grands livres de ma vie de ma carrière de libraire. Non, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, allez-y, ne passez pas à côté. C'est chez Philippe Ray. Vous qui aviez aimé Chakour, vous allez adorer ce bouquin. Donc l'auteur s'appelle Meredith Hall, H-A-2-L, c'est ça? C'est ça. Plus grand que le monde chez Philippe Ray. Plus grand que le monde, si vous aimez effectivement, pour ceux qui aiment la lecture et qui ont envie de se laisser emporter par une histoire et de rentrer dans un livre, on vous le conseille. Et puis Gérard, un événement, on peut le dire, 555 d'Hélène Gersten. Ça vient de paraître en folio, donc ça ne coûte pas cher. Et vous allez en avoir pour votre argent. Alors, ne partez pas quand on va vous annoncer ce que signifie 555.
555, c'est la 555e sonate de Scarlatti. Alors déjà, quand on dit ça, les gens, c'est qui Scarlatti? La sonate, on va s'ennuyer et tout. En fait, c'est un énorme suspense. Alors, c'est déjà un immense musicien, Scarlatti, claveciniste. Donc, à l'occasion de la parution de ce livre, j'ai appris que vous aimiez le clavecin. Bah oui, j'adore, c'est une passion. Mais tout simplement parce que alors, il est compositeur, dans Scarlatti. La Tulipe, je vous dis tout de suite, la Dauphine, elle jouait du clavecin et tout. Et comme j'étais amoureuse de la Dauphine, je me suis, depuis, ça a fantasmé. Mais en fait, ils vont découvrir cette 555e. Déjà, il faut savoir si c'est vrai. Et elle va disparaître, là, luthier va. Et là, c'est toute une galerie de portraits de virtuoses. C'est tout le monde de la musique. Mais même si vous aimez pas la musique, même si vous allez être pris, parce que qu'est-ce qu'elle est devenue cette. C'est ça. Il y a du suspense. Il y a un suspense incroyable. Elle écrit merveilleusement bien. La psychologie, elle est d'une finesse incroyable. Et alors là, pareil, moi, c'est très important le retour des clients et des lectrices et des lecteurs. Et ils ont été emballés. J'ai des gens qui détestaient le clavecin, détestaient la musique, enfin s'en foutaient, et ils ont été voir qui était Scarlatti. Alors je vous dis pas qu'elles vont être fans. Il était compositeur, c'était un immense compositeur, et c'est en plus d'une langue magistrale. C'est absolument bien écrit. Puis ils ont eu raison de faire une couverture un petit peu ludique, parce que ça donne le ton du livre qui est entre l'enquête, l'histoire. C'est accessible à tout le monde. C'est un vrai livre de détente. C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment impossible de le lâcher. Quand vous avez commencé, vous partez à la recherche donc, de cette partition qui a disparu. Voilà. Un polar, Philippe Collin-Olivier, Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine. Alors ça, c'est du polar un peu burlesque, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un milliardaire qui est en fin de vie, on va dire. Il est très faible, il est un peu parano, il a engagé 2 gardes du corps qui sont... un peu, pas Laurel et Hardy, mais enfin, il y en a un qui est séducteur, l'autre qui la ramène, ils sont pauvres, évidemment. C'est un peu ça. Et en fait, ils vont super bien s'entendre avec le super riche, eux, ils sont très très pauvres. Et puis, il y a une vraie complicité. Et puis, d'un seul coup, je ne veux pas tout vous raconter, mais le milliardaire meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a tué? Et donc c'est une enquête. Il y a du Audiard dedans, c'est un peu le genre. Un peu... Oui, il y a du Audiard dans les discours, dans le dialogue. Et puis c'est drôle, vraiment vous passez un bon moment. Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine. C'est aux éditions Glyph. Philippe Collin-Olivier. Si vous aimez le polar, si vous aimez l'humour, vous allez adorer parce qu'en plus il y a un magot, donc. Et puis en ce moment l'humour et puis voilà, s'évader. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.